Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h où les mouvements sociaux sont une fois de plus au cœur de l'actualité ce mardi. Alors que les actions se sont durcies du côté du CHM, au port de Longoni, les agents délégataires de Mayotte Channel Gateway, en grève depuis 3 semaines, se sont rendus au conseil départemental en fin de matinée afin de réclamer le soutien des élus et trouver une issue au conflit. Les explications au cours de cette édition, juste après les titres de votre JTM. 4e jour de grève au centre hospitalier. Les revendications n'évoluent pas et les syndicats attendent toujours une réponse du ministre de la Santé. En attendant, le service minimum continue et seul le service des urgences est ouvert. Le point du jour sur la situation en ouverture de votre journal. Marc Lesage, délégué national UNSA Police, est arrivé à Mayotte hier matin. Alerté sur la situation, il n'a pas hésité à remettre en cause la parole des hommes politiques, notamment en ce qui concerne les chiffres de renfort annoncés. Il souhaite une réaction de l'État afin que les fonctionnaires travaillent sans mettre en danger leur intégrité physique. Explication. Alors que le coup d'envoi du mois de l'économie sociale et solidaire a été donné hier, aujourd'hui, c'est l'association Tifaki Azi qui a été mise en avant. L'entreprise solidaire, déjà bien implantée sur le territoire, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et devrait être la première structure d'insertion à s'engager dans une certification démarche qualité. Reportage. Comme annoncé dans les titres, 4e jour de grève au CHM et une nouvelle perturbation dans l'ensemble des services de l'hôpital. Un mouvement monté en intensité ce mardi puisque les grévistes ont décidé de prendre possession de la route permettant l'accès à l'établissement. Un acte pour contester à nouveau la date du 4 décembre, jour de rendez-vous entre personnel hospitalier et autorités compétentes. Bastien Sabouret. L'accès à l'hôpital devient de plus en plus difficile. Voilà maintenant 4 jours que la grève continue au CHM. Hier matin, les syndicats ont été reçus par l'ARS afin de discuter une date de négociation plus proche que celle accordée par le gouvernement. C'est le 4 décembre prochain que les grévistes devraient être reçus. La date est beaucoup trop éloignée pour les manifestants. L'ARS a remonté l'information. Du coup dehors, on attend les nouvelles. On sait qu'au 4 décembre, les ministres sont en vacances. Donc c'est pour ça qu'on est là et que lui aussi, c'est notre porte-parole et qu'il va voir avec ses supérieurs aussi, le chef de l'ARS. Hein. Donc jusque-là, on attend des réponses et nous, on continue notre mouvement. Sur le plan local, l'établissement ne peut pas donner une réponse satisfaisante aux agents. L'ARS non plus, donc on attend des nouvelles au niveau national. En attendant des nouvelles du ministère de la Santé, la grève continue. Rappelons que les doléances portent sur une indexation à hauteur de 53%, comme c'est le cas à La Réunion, ainsi que sur une prime de suractivité, des revendications qui ne datent pas d'hier. On est certain que le message est passé. Maintenant, la politique qui est appliquée, c'est la politique de l'épuisement. Nous, on ne va pas s'épuiser. Et chaque jour, on va empirer les choses. C'est tout. La grève risque de s'intensifier dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous nous rendons du côté du centre de dialyse. Cette spécialité concerne les personnes dont les reins ont cessé de fonctionner temporairement, insuffisance rénale aiguë ou définitivement, insuffisance rénale chronique au stade terminal. Et pour ces patients, il est nécessaire de filtrer leur sang afin de l'épurer via une machine encombrante et en conditions stériles. Un traitement vital qui demande d'être effectué très régulièrement. Bloquer les consultations dans ce service pourrait se révéler catastrophique. Hier, c'est juste à signaler, hein, mais c'était plutôt dans le sud, à Mramadoudou, où on a mis un cadenas sur notre portail d'entrée. Et donc, c'était tout, mais on a appelé les gendarmes qui sont venus et ont fait sauter le cadenas. Les patients ne sont pas mis en danger. Les séances de dialyse se déroulent normalement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas perturbé parce que les patients, ce n'est pas seulement la dialyse. Hein. Il y a d'autres consultations à faire ou d'autres examens à demander. Et tant que ce n'est pas urgent, ce ne sera pas fait.
Si les patients déjà pris en charge ont vu leur rendez-vous maintenu, les nouveaux arrivants, eux, ne pourront se faire diagnostiquer tant que la grève bloque les différents services de consultation. En tant que soignant, en tant que personnel médical, je soutiens toutes les revendications. Donc je suis avec eux, mais en tant que médecin, il faut assurer la continuité des soins. Un conflit intérieur pour de nombreux médecins. Si la grève n'est pas compatible avec la fonction, les soignants sont en grande partie d'accord avec les revendications des salariés hospitaliers. Pour eux, c'est même souvent l'unique moyen d'être entendu dans des professions où l'intérêt individuel est très mal perçu et passe au second plan. Au chapitre social toujours, direction Longoni où malgré la réouverture du port, une quinzaine d'agents du délégataire Mayotte Channel Gateway ont décidé de maintenir leur mouvement. Une situation qui n'est pas sans conséquences puisque les employés portuaires sont actuellement privés de salaire. Ce matin, les grévistes se sont rendus au conseil départemental dans l'espoir de trouver un soutien de poids et de pouvoir sortir d'un conflit qui dure maintenant depuis plus de 3 semaines. Reportage. Représentants du département et grévistes en tête-à-tête à l'hémicycle Younous Abamana. Au port de Longoni, le dialogue entre salariés et direction de MCG semble définitivement rompu. Aujourd'hui, les agents portuaires, dans le grand désespoir, en appellent au soutien des élus. On a mené une discussion sereine, donc d'après eux, ils vont faire en sorte pour toucher la présidente via soit par la préfecture, faire tous les moyens pour qu'on sorte de situation de crise. Comme elle avait dit qu'elle ne discute pas avec lui, donc c'est à eux d'aller le chercher pour que la discussion soit ouverte. Un échange d'une durée d'1h30 où une réouverture des discussions est demandée, mais également l'application du maintien des acquis inscrit dans le protocole d'accord du 24 juillet dernier. Pour le département, le dossier est épineux, mais l'institution compte bien y jouer un rôle. Le conseil départemental s'engage à rétablir le dialogue entre les grévistes et la société MCG. Donc nous pensons pouvoir le faire très rapidement afin que le dialogue puisse être entamé. À notre sens, seule façon de sortir de cette crise. La situation ne peut pas durer, ça c'est clair. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités et nous jouerons notre rôle de médiateur. Une médiation désormais précieuse pour les parties en conflit et déterminante pour sortir le principal poumon économique de l'île des crises à répétition. Direction à présent la Diète où depuis 17h, l'atelier des Assises des Outre-mer sur le développement de l'économie et de l'emploi a ouvert ses travaux en présence notamment de Rosette Issouf, membre de l'équipe Projet Ultramarin. Cette doctorante en psychologie est la seule mahoraise membre de l'équipe nationale Projet Ultramarin de ce grand rendez-vous. Avant le début de l'atelier, elle a pu faire part des objectifs fixés par le gouvernement et de l'intérêt de ces assises pour un territoire comme Mayotte. On l'écoute. Les enjeux, je pense que c'est une opportunité pour nous, que ce soit l'ensemble des territoires et des départements d'outre-mer, pour nous faire entendre, pour qu'on soit entendu et qu'on puisse proposer des solutions aussi à nos problématiques, parce que il y a des projets qui sont là et il faut les mettre en place. Et les personnes qui savent le mieux les solutions de leurs problématiques, c'est ceux qui vivent au quotidien dans les territoires ces problématiques-là. Donc je pense qu'à Mayotte, ils ont tous les atouts, toutes les forces qu'il faut pour pouvoir réfléchir à des projets vraiment et des actions vraiment concrètes pour eux. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas rater. C'est une occasion pour nous de nous exprimer, de prendre la parole et de dire ce qui ne va pas et de trouver et de proposer les solutions, que ça ne vienne pas d'en haut, parce que les citoyens aussi ont leurs propres solutions et qui peuvent être aussi efficaces et intéressantes que ceux proposés par l'État. Eux pourraient apporter propos tout d'abord recueillis au micro de Bastien Sabouret.
Je disais, eux pourraient apporter leur pierre à l'édifice du développement du territoire. Durant ces assises, il s'agit de formateurs professionnels d'adultes issus du centre de formation ACE, Apprendre et Construire Ensemble. Ce vendredi, 9 personnes se verront délivrer l'attestation professionnelle niveau 3. Et pour en parler, deux formateurs justement intitulés et un poste depuis l'année dernière. Il s'agit de Farid et d'Abdi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Qu'est-ce que ce titre professionnel niveau 3 signifie tout d'abord? Alors pour moi, c'est la consécration de 11 mois de formation. Et voilà, c'est la consécration d'une aventure, quoi. Donc il faut regarder au-delà du titre. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'est l'embauche, ce qui arrive après. Et cela signifie quoi le niveau 3 justement de cette formation? Alors le niveau 3, c'est un niveau Bac+2. Donc toutes les personnes qui font cette formation-là ressortent avec un niveau Bac+2, c'est-à-dire que cette formation-là, elle commence à niveau Bac. Et donc ça leur permet justement d'avoir un diplôme reconnu nationalement. Quelles sont les opportunités? Les opportunités, faut être formateur pour adultes, soit être consultant, ou étant donné qu'on fait aussi de l'accompagnement, on peut être aussi conseiller en insertion professionnelle dans certaines associations. Donc il y a pas mal d'opportunités sur le territoire, c'est un métier d'avenir. Alors 10 mois de formation, vous l'avez dit justement, quelles sont les étapes à suivre pour en arriver là? Alors tout d'abord il y a une sélection écrite, il y a une sélection orale, et suite à cette sélection orale, on choisit entre 12 et 16 candidats. Et cette formation-là, il y a 3 stages. Un stage de découverte, un deuxième stage pratique et un troisième stage pratique qui fait que ça permet aux stagiaires d'être confrontés avec la réalité du métier. Alors Abdi, vous êtes fraîchement diplômé, vous serez récompensé ce vendredi. Justement, ce titre pour vous, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça fait longtemps que je voulais faire ce métier-là. Donc formateur d'adultes, c'est toujours un rêve pour moi. Et avoir pu l'effectuer avec ce genre de formation-là, ça a été vraiment une chance. Et maintenant, je voudrais vraiment m'activer pour le développement de notre île et aider les gens qui ont très peu une situation qui n'est pas en fait professionnelle, qui n'est pas stable, de pouvoir accéder à un emploi et acquérir des compétences et évoluer dans leur vie. Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées justement ce genre de stage? Quelles ont été les difficultés si c'est le cas? Bien sûr, il y a eu des difficultés, notamment en ce qui concerne... je vais aller sur un sujet qui pique, qui fâche. Allons-y, nous sommes là pour ça. Le paiement qui n'a pas souvent été régulier, qui a eu des retards et jusqu'à aujourd'hui, on attend d'être payé sur certains mois. Mais après, franchement, le stage, ça s'est super bien passé. Nous avons des formateurs et une équipe pédagogique d'ACE qui a été super formidable, à l'écoute et toujours qui nous accompagne jusqu'à la réussite. Aujourd'hui, quelle va être la suite pour vous? Pour moi, la suite maintenant, ça va être d'aller démarcher les centres de formation et justement d'avoir un poste. Moi, je souhaiterais avoir un poste dans le milieu de l'illettrisme pour justement aider Mayotte à se développer. Farid, on revient vers vous. ACE, justement, quelles sont ses missions? Alors, on a des missions de préparation, on a différents types d'actions, donc dans préparation prépa infirmier, prépa aide-soignante. On a aussi un pôle qui se consacré aux personnes en situation de handicap, donc le pôle Msaïdié qui s'occupe de ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui sont quand même un peu exclues de la vie sociale en fait. On a aussi une partie qui s'occupe de la lutte contre l'illettrisme et aussi une partie... c'était quoi déjà? Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Dites-nous. Formation professionnelle. Donc on a la formation professionnelle des formateurs pour adultes et des conseillers en insertion professionnelle. Les défis sont nombreux à Mayotte? Pardon? Les défis sont nombreux à Mayotte? Les défis sont nombreux à Mayotte. Surtout que je pense que Mayotte est un territoire où il y a un énorme potentiel. Et notre jeunesse, je pense que c'est notre richesse principale. Donc je pense qu'à travers la formation, nos jeunes peuvent accéder à des métiers, peuvent voyager, peuvent faire pas mal de choses. Et je pense que c'est un défi qu'on doit relever. Vraiment, je pense que notre jeunesse doit avoir confiance en elle et il faut qu'on apprenne à lui faire confiance. Justement, cette structure, elle est ouverte à quel type de public? Que à la jeunesse? Tout type de public. Tout type de public, que ce soit des jeunes, des personnes en situation de handicap, des personnes, des demandeurs d'emploi, ou sinon des personnes âgées. Non, de toute façon, la formation, le but, c'est vraiment d'accueillir toutes les personnes. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Alors, cette année, 9 personnes ont été lauréats sur 11. C'est plutôt une réussite. C'est plutôt une réussite, mais
on aurait voulu, sincèrement, ce sont des gens qu'on accompagne, ce sont des gens avec lesquels on vit pendant 11 mois. Je pense que Abdi pourrait un peu mieux répondre par rapport à ça parce qu'il a vécu ça de l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est un beau chiffre, mais on aurait voulu que les 11 personnes soient titrées. Qu'est-ce qu'il a manqué selon vous, d'après Abdi, pour avoir le grand chelem, comme on dit, en sport? Voilà, on a tous œuvré pour justement avoir ce titre-là. On a travaillé main dans la main, que ce soit entre collègues formateurs ou avec l'équipe pédagogique. Mais je pense qu'il y a certaines étapes qui ont été pas prises au sérieux en fait, qui n'ont pas pris par certaines personnes et après, je sais pas. Vous l'expliquez comment justement que cela n'a pas été pris au sérieux? Je sais pas, il y a beaucoup de causes et je peux pas me... Voilà, je peux pas me... Ils pourront revenir justement, ceux qui n'ont pas pu... oui, ceux qui n'ont pas pu l'avoir, ils pourront revenir l'année prochaine pour le passer en candidat libre. Et c'est à partir de quand que les inscriptions Alors ça, je ne sont peux ouvertes? pas vous donner les dates parce que moi, comme je vous ai dit, je suis en poste depuis 1 an et je suis, on va dire, je suis un petit formateur pour l'instant. Il n'y a jamais de petit formateur, jamais dit. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Félicitations encore, justement, à vous, Abdi. Merci. Et Merci vendredi, pour récompenser justement nos lauréats? Vendredi, à partir de 8h jusqu'à 11h. Merci. Je vous remercie. Merci à nouveau, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. En sécurité, à présent, autre titre ce soir. Cela pourrait justement faire l'objet des assises des Outre-mer pour trouver une solution en ce qui concerne l'insécurité, un fléau grandissant dans les territoires ultramarins. Ce mardi, le délégué national du syndicat UNSA Police était l'invité de la matinale de Kwezi. Pour Marc Lesage, en visite à Mayotte depuis hier, les solutions sont clairement connues et passent par une augmentation des moyens. Il estime par ailleurs que les différents gouvernements qui se succèdent ne cessent de faire des grandes annonces, des annonces rarement suivies d'effets. Reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Après moins de 24 heures passées à Mayotte, le délégué national du syndicat UNSA Police a pu se rendre compte des difficultés auxquelles sont confrontés ses collègues mahorais. Manque de moyens matériels et humains, flambée de la délinquance, manque de volonté politique, les gouvernements se succèdent, mais les problèmes ne diminuent pas. En arrivant hier, on a pu voir qu'il y a une police qui est quand même, en réelle souffrance. Beaucoup parlent de peur, c'est-à-dire que maintenant, encore hier, on était avec X collègues qui sont à la BAC, pourtant ce sont des policiers qui sont habitués à l'anticrime, à la violence. Ils me disent quand même ouvertement qu'ils vont de temps en temps, mais même trop souvent, même au travail avec la boule au ventre. Et je pense qu'il y a quand même un sentiment de peur et d'insécurité. On s'aperçoit que beaucoup d'annonces politiques depuis quelques années, avec des belles annonces chiffrées, politiques, mais il s'avère que tous ces renforts sont une fumisterie, puisqu'en l'occurrence, ils ne servent qu'à remplacer les départs, les fins de contrat, les départs à la retraite. Ça veut dire quoi, qu'on nous a menti? On a triché? Il me semble que depuis quelques années, en Outre-mer, on nous ment par rapport aux chiffres. Des mensonges qui, selon Marc Lesage, sont alimentés par des hauts fonctionnaires qui font parfois passer leur carrière avant l'intérêt général. Nous faisons le travail, mais malheureusement, il y a aussi des fois une hiérarchie qui pourrait le faire, des préfets qui pourraient le faire, et malheureusement, je pense qu'ils sont freinés par une carrière et par la politique, et tout ça fait qu'on n'est pas beaucoup aidé. Ils ont à peine compris les vraies problématiques de l'île. Ils partent déjà sur notre mission ou ailleurs, voilà. Et il me semble qu'ils n'usent pas assez de leur verrou, voilà. Et je pense qu'ils pourraient faire mieux. Et ainsi que tous les directeurs, que ce soit de la PAF ou de la sécurité publique, ils ne remontent pas assez les bonnes informations. Faire remonter les informations et aider les policiers du département, c'est la mission que s'est fixée le délégué national de l'UNSA. Ce dernier souhaite notamment que les policiers mahorais qui le souhaitent soient affectés prioritairement sur le département. Il exige par ailleurs la création d'une CDI, une compagnie départementale d'intervention. Dès mon retour sur Paris, nous allons écrire à notre ministre, s'il est encore là, voilà, excusez-moi du peu. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous demandons au moins 30 effectifs réels, rien que pour créer la CDI sur Mayotte. À titre d'exemple, le département très proche, La Réunion, ont acté 15 renforts qui ont été actés lors de la commission paritaire de juin 2017, comme quoi quand on veut, on peut. Et les 15 collègues à La Réunion sont arrivés
rien que pour cette mission de rétablir l'ordre. Ici, sur Mayotte, il faudrait 30 collègues pour créer une CDI, pour qu'on puisse couvrir une plage horaire, 5h, 22h, pour que, en cas de grève, d'une manif qui tournerait mal, ce qui peut arriver, ça y est maintenant, voilà, l'outre-mer change. Le vivre ensemble, le côté tropique change également. Donc je vous dis maintenant, le moindre fait, ça peut vite partir dans une guérilla urbaine. En effet, à la moindre étincelle, les policiers du département sont les premiers à être pris pour cible. Le manque de renfort met bien souvent leur intégrité physique en danger, au risque qu'un drame se produise. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors Marc Lesage, secrétaire national de l'UNSA, les critiques sont plutôt dures à l'encontre du gouvernement. Oui, on s'y attendait, on savait qu'il allait venir en visite à cette période. On sait aussi que l'UNSA ne cesse de réclamer de nouveaux moyens, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens matériels. Les cris d'alerte, ils ne sont pas nouveaux. Les délégués nationaux, lorsqu'ils viennent ici, forcément, ils appuient leurs collègues. Ils sont en contact permanent avec leurs collègues, avec le référent, notamment de l'UNSA Police à Mayotte, Ridjali Atoumani, qui est secrétaire départemental. Lui, il est en contact permanent avec le délégué national et il fait remonter effectivement les problématiques qu'il y a sur le territoire. Donc, ils n'arrivent pas en terrain connu. Bien entendu, ensuite, ils se rendent compte en allant à la rencontre à la fois des policiers, mais aussi du matériel et du terrain. Ils se rendent très vite compte qu'effectivement, il y a un gros problème, il y a un manque d'effectifs. Et puis, lorsque l'on voit, on va le voir dans les brèves, la réponse du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, on se pose des questions. Déjà, il a eu du mal, il ne connaissait pas les chiffres, quelqu'un a dû lui souffler, lui montrer. Il a dû lire ses fiches même. Hein. Oui, il a dû lire les fiches, enfin, c'est du grand n'importe quoi, tout ça pour nous expliquer qu'il y a suffisamment, il y a des problèmes, mais qu'il y a eu beaucoup de personnes, et ces chiffres sont faux en plus. Donc effectivement, pour les policiers, les hommes qui travaillent sur le terrain en permanence, c'est inacceptable, et un délégué national, c'est normal qu'il monte au créneau. Est-ce que pour autant, il arrivera à faire remonter nos revendications, nos doléances à Paris ? Mais c'est ce qu'il faut espérer. C'est vrai qu'il est délégué national d'un syndicat important, le syndicat UNSA. Il n'y a pas beaucoup de syndicats de police. C'est un syndicat qui est important, qui a du poids, au même titre que SGP Police. Donc voilà, c'est effectivement, c'est leur rôle. Ils sont syndicats de police, ils sont délégués nationaux, ils viennent dans les différents territoires pour justement faire remonter les doléances aux plus hautes instances de l'État, au sein des plus hautes instances, notamment au ministère de l'Intérieur, puisque effectivement ils sont en contact avec le cabinet du ministre de l'Intérieur et il leur arrive même de rencontrer le ministre de l'Intérieur. Donc il faut espérer maintenant, ce n'est pas le premier à venir, d'autres sont venus avant et lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, il l'a décrié justement ce manque de volonté politique. C'est compliqué, donc on va voir, il y a effectivement ces assises, on en parlait, on a fait un lien avec les assises parce que ces assises, elles doivent aussi répondre aux problématiques en matière d'insécurité, d'immigration, d'insécurité. On l'a vu aujourd'hui, il y avait des ateliers sur le développement économique de l'île. Donc il devrait y avoir ces réponses, mais encore une fois, on est dans l'urgence, comme au même titre qu'au CHM, il y a vraiment urgence à amener de nouveaux moyens, à répondre aux doléances qui sont des doléances qui sont bien souvent justifiées. Il y a cette urgence-là, et les assises de l'outre-mer, tout le monde a cette crainte, c'est qu'elles ne soient qu'un moyen de retarder l'échéance pour des annonces qui seront au rabais ou qui ne seront pas à la mesure des attentes. Donc voilà, donc effectivement, c'est bien qu'il y ait des délégués nationaux comme ça qui viennent. Il va remonter le doléance et puis on va suivre. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va encore un nouveau cri d'alerte, un nouvel appel ou est-ce qu'on va encore, ou est-ce que peut-être il y aura cette fois-ci des avancées pour les policiers, parce que la plupart le disent, on est proche du burn-out. Restez avec nous Pierre, vous allez réagir justement aux déclarations de Gérard Collomb qui a été interpellé dernièrement par le député Mansour Kamardine. Des déclarations qui ont fait l'objet de polémiques, de critiques. Mais d'abord, état des lieux du reste de l'actualité, justement avec vous Pierre et Leslie Vimenet. Hier, lors de la pause méridienne à l'école du Manguier, une élève de CM2 a reçu un violent coup dans le dos et a dû être évacuée au CHM. La fillette de 10 ans s'en sort avec une incapacité temporaire de travail de 3 jours, sous réserve de complications ultérieures. Elle souffre d'une contusion des muscles paravertébraux et de douleurs lombaires post-traumatiques. Ses parents ont déposé plainte contre la mairie et l'école.
En effet, les élèves témoins de la scène ont affirmé qu'aucune animatrice chargée d'assurer la garderie n'était présente dans la cour au moment des faits. Selon les premières informations, cette école fonctionnerait en sous-effectif avec un déficit de 4 personnes, censées assurer une surveillance normale lors de la pause déjeuner. D'après les premiers éléments toujours, la suppression des contrats aidés serait en cause. Le directeur a fait la demande d'une augmentation d'effectifs, mais ces nombreuses relances seraient restées sans réponse de la part de la mairie de Mamoudzou. Hier, lors des questions posées au gouvernement, le député Mansour Kamardine a alerté le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur le manque de moyens humains pour les forces de l'ordre du département. Le premier flic de France a alors répondu en ces termes, je cite, « Sur Mayotte, je ne sais pas si je dois répondre longuement, je veux simplement dire que nous avons renforcé les forces de sécurité, que nous avons aujourd'hui 266 fonctionnaires de la PAF, plus 101 en l'espace de 2 ans, 369 gendarmes, plus 42 depuis 2 ans, et que nous avons 2 escadrons de gendarmerie mobile en permanence sur l'île. Mais comme vous le savez, les problèmes sont difficiles à résoudre, mais croyez-moi, c'est l'une de nos principales préoccupations que d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qui augmentent au fur et à mesure que les années passent. Je connais vos difficultés. Pas sûr que la réponse satisfasse le député et l'ensemble de la population. Cela devient une habitude durant les mois de juin, juillet, août et septembre de cette année. Les records de chaleur ont été battus à Mayotte. Selon Météo France, octobre 2017 ne déroge pas à la règle et bat le record avec plus 1,6 degrés Celsius par rapport à la moyenne normale qui est de 22,9 degrés. Avec une moyenne de 24,5 degrés, les plafonds sautent les uns après les autres au fil des mois. La température moyenne maximale enregistrée aura été de 26 degrés. Cela fait donc maintenant 5 mois d'affilée que Mayotte vit au rythme des records de chaleur. Cela favorise l'agrandissement de la zone de cyclogénèse en raison de l'évaporation plus rapide des eaux. Une évaporation qui a également des conséquences directes à Mayotte, à une heure où la retenue collinaire de Tsumoni est au plus bas et où la crise de l'eau n'est pas encore qu'un lointain souvenir. Alors, retour avec Pierre Bellucci sur le plateau. Pierre, on l'a vu justement dans les brèves, l'information sur Gérard Collomb qui dit que les effectifs ont été renforcés à Mayotte. On ne le voit pas forcément sur le terrain. Est-ce un manque de considération claire pour le 5e département de la part du gouvernement? Oui, je crois que c'est ça, c'est vraiment un manque de mépris, c'est ce qui est terrible, on le voit sur ces images, il ne connaît pas les chiffres, il les regarde, il est complètement perdu. C'est un véritable mépris pour l'ensemble de la population, pour une population qui vit derrière des barreaux quand même, il faut le souligner. On a vraiment l'impression que voilà, il nous explique qu'il y a eu des renforts et puis que bon, il faut peut-être s'en contenter, alors que non, que ce soit du côté de la population ou du côté des effectifs qui sont sur place, tout le monde est unanime, il y a un véritable problème de manque de moyens humains, matériels certes, mais humains. Et à partir du moment où il y a ce manque de moyens humains, on ne peut pas sortir ces chiffres et se justifier par ces chiffres. C'est vraiment du mépris. Et puis aussi, on est dans du mensonge d'État, puisque les chiffres qu'il annonce sont des chiffres faux, comme l'a expliqué le délégué national, puisqu'on est dans du remplacement, on n'est pas dans de la création de postes. Alors, on se souvient que le préfet, lorsqu'on avait contesté ces chiffres, nous avait expliqué qu'il fallait bien lire entre les lignes, qu'il n'avait pas été question de création de postes. Aujourd'hui, on nous rabâche création de postes. Donc voilà, on voit, c'est un double discours. Effectivement, il y a eu un changement de gouvernement depuis ces annonces, mais on voit que le discours est encore une fois le même. C'est un discours de mépris et c'est juste insupportable. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Toute autre chose pour terminer cette édition, nous sommes en plein mois de l'économie sociale et solidaire. Pour rappel, le coup d'envoi de la première conférence régionale sur ce sujet a été lancé hier. Coup de projecteur ce mardi sur une réussite locale. L'association Tifaki Hazi, depuis maintenant 19 ans, cette entreprise solidaire spécialisée notamment dans la mise à disposition de personnel, travaille avec des demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion socio-professionnelle. L'objectif est simple, permettre de retrouver un emploi durable, un acteur donc clé de l'économie sociale et solidaire sur les territoires, plusieurs fois récompensé même. Le groupe Tifaki Hazi a notamment remporté les premiers trophées mahorais de l'environnement ou bien encore le trophée de l'économie sociale et solidaire. Focus sur cette structure d'insertion sociale avec Adèle Laurent. Organisé par la DIECT, le Conseil départemental et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire à Mayotte, l'objectif du mois de l'ESS est avant tout d'impulser une dynamique de réseau et d'orienter les politiques publiques, mais aussi de mettre en avant les acteurs de l'ESS du territoire.
Et sur les 448 structures de l'économie sociale et solidaire, 98% sont des associations. Une bonne partie de ces 98% des associations qui n'arrivent pas à se déployer, donc il y a des difficultés sur le territoire spécifique à Mayotte. Donc Tifaki a réussi à se développer sur tout le territoire, donc c'est important de voir comment elle a fait et de la mettre en réseau, de la faire connaître à ceux qui la connaissent pas. D'où l'intérêt de ce mois de l'ESS. Tifaki, c'est une structure d'insertion par l'activité économique qui crée de la richesse sociale et économique sur le territoire. Et donc, c'est pourquoi c'est vraiment très important de montrer les résultats qu'elle a produits jusqu'à maintenant. 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, 336 salariés en parcours, 130 922 heures de travail payées, 74 équivalents temps plein, 197 clients dont 101 professionnels. Tifaki pèse lourd dans l'économie mahoraise. Et la structure ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle est la première structure de l'insertion à Mayotte à s'engager dans une démarche qualité ISO 9001. Aujourd'hui, la structure a organisé l'évaluation de son utilité sociale territoriale, première étape vers la certification. L'idée, c'est d'améliorer continuellement la performance de notre activité, de notre offre de services, donc à la fois à destination des clients économiques, mais aussi des clients demandeurs d'emploi. Cette action l'évaluation de l'utilité sociale, en fait, aujourd'hui, rentre dans le cadre de cette démarche globale de qualité. Donc, il se trouve qu'aussi, on est dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a profité aussi pour mettre en avant notre utilité sociale. À quoi sert Tifaki à Mayotte? Et cette démarche qualité est développée par la Fédération Coras, à l'intention de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, agissant pour l'emploi et l'insertion sur le territoire. Pour l'occasion, Steve Roumeau est venu dispenser une formation sur cette démarche qualité aux membres de Tifaki. Objectif, se professionnaliser et accéder à cette certification, gage de qualité du travail effectué. Alors en fait, la particularité des démarches qualité pour les structures d'insertion, c'est que souvent on a des préjugés sur les structures en se disant à son association, donc elles ne sont pas professionnelles. Nous, notre pari, c'est de dire justement à fond l'insertion, à fond structuré et à fond des choses professionnelles. Du coup, on certifie l'accompagnement des structures et on leur permet justement d'être valorisés par l'extérieur. Ça prouve que voilà, l'économie sociale et solidaire, c'est pas une économie du bricolage, c'est vraiment une économie avec des valeurs, mais derrière c'est des professionnels militants et pas des militants professionnels. Des militants professionnels dont l'objectif est d'accéder à cette certification en 2019. Une association qui fait preuve d'exemple et qui devrait ouvrir la voie aux autres acteurs de l'économie sociale et solidaire du territoire. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo d'Alexandra Marouane. Retour de l'information sur Kwezi demain dès 6h avec le trio de la matinale. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.